Salut l'équipe. Comme un jeudi en afterwork qui finit bien trop tard, il n'a certainement pas dû entendre le réveil pour aller bosser. C'est la seule explication possible. Pour moi, Jalen Duren est encore dans le fin fond de son lit king size XXL, en train de se dire tranquillement qu'il vient de finir la meilleure saison de sa jeune carrière et qu'il est désormais aujourd'hui dans la ligue considéré comme un All-Star. Oh mais gros, réveille-toi gros, réveille-toi! Je pourrais dire qu'il est en retard au rendez-vous des playoffs, mais la réalité est encore bien pire. Jalen Duren est carrément absent. Un total abandon de poste assez inexplicable. Pas surpris d'ailleurs si JB Biggerstaff nous annonce qu'il est en train de négocier une rupture co avec les Pistons. Ou alors, peut-être que Jalen Duren traînait avec ce groupe d'élèves de CM2 qui a voulu essayer ce qu'il y avait dans ce sachet trouvé par terre. Honnêtement, je sais même plus quoi inventer comme explication. À seulement 22 ans, Jalen Duren traverse une tempête terrible dans sa jeune carrière. Benché hier soir comme un enfant puni par ses parents parce qu'il n'a pas bien fait ses devoirs. En même temps, depuis le début des playoffs, Jalen Duren ne rend quasiment que des copies blanches à ses professeurs. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows et on se rapproche de plus en plus du dernier carré dans ces playoffs NBA. On connaît déjà les Knicks qui sont en finale de conf, on connaît déjà OKC qui est en finale de conf, il ne reste plus que 2 places et on va évidemment voir qui rejoindra les finales de conf dans cette émission. Pour m'accompagner cette semaine, vous les connaissez, ils sont métis, ils sont soins, ils sont beaux, je les aime d'amour. C'est Thomas et Arthur, comment ça va les gars? Ça va, nous sommes un peu les Vini Vanilli, non c'est ça, Vini Vanilli. Mini Vanilli. Mini Vanilli Ouais, mais de par contre, First Team. vos analyses c'est les vôtres, c'est pas Ouais, des copies. Voilà, nous au moins nos voix sont vraiment nos voix. En revanche, on danse tous les deux très bien comme eux. Mais ça va super. Il vous, Écoute, manque, il vous manque un peu coup quand même. Et ouais, tu connais, on peut pas et tout les vestes avoir. oversize. Un peu. Mais écoute, on a vécu une super semaine de basket, il y a plein de choses à raconter. On est ravis d'être là, en plus il fait beau dehors. Non, ça c'est faux. Comment ça va mon tutur? Un tutur soulagé. Ouf. Soulagé mon tutur. Exactement. Rappelez-vous, maintien. le maintien, il y a 2 semaines, 2-3 semaines, tu nous taillais sur notre position au classement. Donc écoute, on Comme ça, s'est je vous maintenu. taillais, je Tranquille. Taillez pas, je suis le premier supporter de Malakoff. Je l'ai challengé. Voilà, donc voilà, Malakoff a assuré son maintien sur le parquet de Paris 14. On embrasse Arthur, hein, l'autre. Hein, c'est important d'aller gagner sur le parquet de Paris 14. Arthur Auriol, bien sûr. Qu'on embrasse. Allez, avant d'aller dans cette émission riche comme d'habitude, on a quelques annonces. Le NBA Classic Game dans le Big Monday, ça sera un joueur dont on ne parle quasiment plus, c'est Brandon Roy. Souvenez-vous de Brandon Roy, c'était le Damian Lillard, avant Damian Lillard un petit peu du côté des Blazers. Thomas, et on est allé commenter, je suis allé commenter avec Thomas Larokis, son dernier exploit en playoff. Ouais, on avait envie de faire un hommage en fait à un joueur qu'on apprécie tous. Souvent, Nico Batum nous dit que c'est le meilleur joueur avec qui il a joué, au-delà de Tony Parker bien sûr. Donc c'est l'occasion pour ceux qui ne le connaissent pas de le découvrir dans un match exceptionnel. Disons qu'il y a demi-temps dans ce match-là. Clairement. Voilà, T'as des souvenirs de Brandon Roy un peu? Ouais, bien sûr. Super joueur. Et puis, effectivement, avec un parcours un petit peu compliqué. On parle souvent de lui pour les what if. Et ouais, c'était un bête de joueur. Mais écoute, carrière fauchée en plein élan. Et terrible. Mais je me rappelle de ce que Batum disait. Il avait dit c'était un honneur de jouer avec lui. Et on sait que Batum, voilà, il pèse ses mots quand même. Donc, ça prouve un petit peu la valeur du gars. Quelle fac, Brandon Roy? Washington. Oh là là, ça promet. Ça commence, tu vois. J'aime beaucoup. Vous l'avez vu cette semaine sur Netflix, est sorti un documentaire sur Naïsna avec l'équipe de France à l'époque. Ouais, c'est jamais. Naïsna. Sur le bus à Naïsna en 2010. Donc sur l'histoire du bus. Et évidemment, ça, on vous dit si vous voulez une autre version de la part de Raymond Domenech, n'hésitez pas à les revoir. Le Offense avec Raymond, il s'était beaucoup livré. Il y a beaucoup de choses qui reviennent d'ailleurs dans ce documentaire sur Naïsna. Donc voilà, si vous voulez aller voir le Offense avec Raymond Domenech, il est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Le sommaire de l'émission
l'émission, on va aller dans les news où on aura malheureusement quelques mauvaises nouvelles parce que la semaine NBA a été entachée notamment par 2 disparitions d'anciens joueurs et de joueurs en activité même. Après, on ouvrira évidemment le bracket pour revenir sur le plus chaud entre les Pistons et les Cavs. Et ça bouge aussi un petit peu autour de ces playoffs-là, du côté des Sixers notamment. Et on parlera des Wizards parce qu'ils ont eu le premier tour, mais ils pourraient peut-être s'en séparer. On va ouvrir le grand débat, oui, encore une fois, sur la série la plus passionnante de ces playoffs entre les Spurs et Minnesota. Les Spurs qui mènent 3-2 et qui sont plus qu'à un match d'aller en finale de conférence, qui serait, quoi qu'il arrive, déjà assez incroyable, mais on a l'impression qu'ils veulent aller encore plus loin. La palette sur un homme dont on parle assez peu, et il fallait qu'on corrige ça, Thomas. On va faire une palette sur Chet Holmgren, qui est magnifique pendant ces playoffs. Et si jamais il doit retrouver victoire, évidemment, on va analyser tout ça avec la palette de Thomas et on finira sur le quiz où la semaine dernière, je ne le dis pas, mais la dernière fois on a fait les Kelfac, je me suis fait voler. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, je me suis fait voler. On réglera ça en fin d'émission. On va commencer avec les news d'abord. On est en plein play-off et pourtant la NBA a été fauchée 2 fois le même soir cette semaine, Thomas, avec la disparition de Brandon Clark et de Jason Collins, pardon. Perdre un joueur NBA, c'est toujours particulier quand on suit cette ligue, mais là 2 le même soir, c'était pas simple. Ouais, commençons par Brandon Clark, qui malheureusement est un joueur sous contrat NBA et qui est donc décédé à la surprise générale. Pour l'instant, sa mort est encore floue. Les circonstances de sa mort sont encore floues, donc on va pas parler de ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un gars qui a compté ces dernières années, même si on l'a beaucoup moins vu depuis 2 ans, avec des enchaînements de blessures. On sait qu'il y a un mois aussi, il avait été arrêté, et donc on imagine que sa vie était un peu compliquée. Donc voilà, évidemment, on va pas épiloguer là-dessus, juste, c'est sûr que ça nous a tous rendus tristes, et ça a surpris tout le monde, les joueurs, la franchise des Grizzlies, bien sûr, et puis nous, les observateurs, ça nous fait toujours quelque chose. Et puis 29 ans, quoi. Ouais, sur tout à fait. 29 ans, tout seul. C'est surtout, comme je disais hier chez Winamax, c'était la Wina TV, on a l'impression que ces mecs-là, comment à 29 ans, que tu es un joueur NBA sous contrat, tu te retrouves seul comme ça à creuser et à finir comme ça. Ouais, non, c'est clair. Déjà, je pense qu'on sous-estime un petit peu la dure réalité que peut être un joueur NBA avec les pressions, l'argent, les déplacements quotidiens, les sollicitations. Et donc voilà, on n'a pas encore, comme disait Thomas, les circonstances, mais en tout cas, c'est dramatique. Et puis surtout, voir un joueur en activité, bizarrement, tu vois, c'est un peu bête ce que je dis, hein, c'est pas qu'on s'en fout quand ils prennent leur retraite, mais quand c'est en activité, on sait que c'est des joueurs qu'on est susceptible de voir au quotidien. Et puis on l'avait pas mal vu avec l'ascension de Ja Morant notamment. Donc écoute, c'est très triste. Et puis qu'il repose en paix. Et donc on l'a dit, hein, il y a aussi donc Jason Collins qui a disparu cette semaine-là. Le même soir, on l'a appris en tout cas que Brandon Clark. Jason Collins, on l'a connu et évidemment, c'était aussi l'un des acteurs principaux de la cause LGBT. C'était l'un des premiers joueurs NBA à mettre en avant et à défendre cette cause-là. Lui, il était condamné, il avait 47 ans. On savait qu'il était atteint d'un cancer du cerveau. C'est encore là aussi une histoire assez terrible. Ouais, non, c'est clair. On connaissait Jason Collins pour les 2 finales NBA qu'il avait fait, le rapport aussi avec son frère jumeau qui était dans la ligue. Et évidemment, il avait amené aussi tous ces débats de société qui font évoluer un petit peu la cause LGBT et c'est super. Donc voilà, c'est toujours une triste nouvelle et une nouvelle fois qui repose en paix. C'est un homme courageux qui est parti, en fait, tout simplement. Et on se souvient du joueur, mais c'est vrai que le fait d'avoir fait son coming out ouvertement, alors qu'il était père de famille, ça met en lumière quelqu'un de très courageux. On sait que surtout dans le sport de haut niveau, pour l'instant, c'est totalement tabou. Donc voilà, écoute, j'espère que ça en amènera d'autres pour soutenir une cause tout à fait légitime. Allez, exactement. On va ouvrir le bracket parce que la vie continue. Et vous allez voir donc dans ce bracket qu'on connaît déjà 2 finalistes de conférence, le Thunder qui a sweepé les Lakers et donc les Knicks qui ont sweepé les Sixers. Vous voyez, on en parle un petit peu plus tard de la série entre Minnesota et San Antonio. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le match d'hier soir entre les Pistons et les Cavs. Avant ce match 5, aucune équipe avait gagné à l'extérieur. Cleveland n'avait pas gagné un match à l'extérieur, même sur le premier tour. Et finalement, hier soir, bracadabra, les Cavs sont allés s'imposer à Détroit 117-113 dans un magnifique finish avec un James Harden, Thomas, très clutch. Ouais, écoute, c'était un bête de match. Je sais que tout le monde regarde les matchs maintenant, heureusement, mais vraiment ultra plaisant. Il y a beaucoup de choses à raconter dans le match. Il y a beaucoup de conséquences directes. La première, t'as raison de le souligner, c'est une première victoire à l'extérieur pour les Cavs. C'est marrant parce qu'hier, ça a été annoncé dans Clutch. C'est vrai. Vraiment, parfois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est bon!
Enfin, là, je dis on parce que je sais pas, mais c'est moi, clairement. Là, Toi, t'es bon. Tony Brother, il est beaucoup moins. Hein. Mais ça, ça fait partie des grands enseignements. Alors, commençons, et ça, on y vient, je pense que c'est la deuxième chose qu'on va raconter. La première chose, c'est les Cavs ont gagné à l'extérieur. Evan Mobley a montré, pour la première fois de sa vie, en playoff, qu'il était capable d'avoir un impact exceptionnel des deux côtés du terrain, surtout au scoring, dans un moment où son équipe en avait besoin. Les 7 points d'affilée avec des grandes filoches, le contre de l'autre côté sur Paul Reed, ça, c'est des petits moments, des flashs, on appelle ça des flashs pour les très jeunes joueurs. C'est un flash qui me fait dire, mais qu'est-ce qu'il fait en fait ? Vas-y, on veut le voir plus souvent, ce type d'action exceptionnelle. Tu veux commencer par Evan Mobley, et t'as raison, parce que c'est le facteur X clairement de cette fin de match, avec ses 7 points, ce tir à 3 points, ce dunk monumental qu'il met sur un pied, une main, là, il part quasiment des 3 points, on a vu l'envergure, mais en fait, Evan Mobley, il a fait le match qu'on attend de lui depuis 3 ans, Arthur. Ouais, alors je suis complètement d'accord. Moi, je suis énormément les Cavs, comme vous le savez. Je suis pas là du tout pour défendre Evan Mobley et son premier bilan sur ce qu'il avait pu faire en playoff jusque-là. Mais disons que lorsque tu es la troisième option, que c'est pas toi qui a la balle, qui est à l'initiative du jeu, parce que évidemment il y a Donovan Mitchell et il y a eu Darius Garland, puis maintenant James Harden, c'est difficile de pouvoir avoir de l'impact sur du jeu hors définition. Là, aujourd'hui, ce que j'ai trouvé qui était très bien, c'est qu'on l'a trouvé un petit peu en point forward comme Jokic, dans le sens où, à partir du moment où la défense de Détroit était très agressive sur les porteurs de balles, il a réussi à avoir la balle très haut au niveau du post-up, au niveau de la ligne à 3 points, et à partir de ce moment-là, il arrivait à initier des passes sur des alley-oops avec Jarrett Allen ou sur de la création. Et donc ça, c'est super, et je trouve que c'est une super piste pour Atkinson. Maintenant, effectivement, là où on peut lui reprocher des choses, c'est que des fois, il n'a pas cette agressivité et pas cette dureté qu'on peut attendre pour un joueur qui est en 4e année ou 5e année, et donc ça peut être frustrant, évidemment. Et qui est un ancien meilleur défenseur de la saison. Complètement. Hier soir, Thomas, il les a massacrés sur pick and roll, que ce soit sur le shot roll pour aller trouver notamment Jarrett Allen sur le dunker spot, ou sur les pops, sur des grands tirs à 3 points, sur le pick and pop, exactement. Une espèce de relation Steve Nash-Dirk Nowitzki d'un autre temps. Ah, vous êtes à 2 sur le meneur de jeu, boum, des bonnes passes, et puis surtout, dans sa prise d'initiative à 3 points, tu sens qu'il est relâché, qu'il est concentré. Et c'est pour ça qu'il marque. Et c'est pour ça qu'il fait 19-8-8 et 3 contre aussi. Il a été fantastique. Je trouvais que c'était important parce que c'est une victoire au forceps, dans un finish incroyable, alors que Détroit semblait être devant. En prolongation aussi. Donc jusqu'au bout, c'était ultra serré. Mais c'est grâce à ce run-là qu'ils s'offrent une prolongation, les Cavs. Donc ouais, crédit énorme en premier lieu pour moi à Evan Mobley. Et du coup, vous pensez pas que le fait qu'il y ait 2 croqueurs qui prennent énormément le ballon, ça le dessert, notamment statistiquement et sur pour moi, c'est un peu facile de dire ça. T'as raison en vrai. Hein. En vrai, t'as raison, oui. C'est quand t'as 2 mecs qui croquent et qui font que 2 1 contre 1, c'est difficile d'être un poste 4 qui a de l'impact. Mais au bout d'un moment, les grands joueurs s'affirment, les grands joueurs se montrent, les grands joueurs demandent la balle et font des trucs. Là, c'est ce qu'il a fait. Au bout d'un moment, t'es tout seul, tu demandes la balle, tu marques, on va te la rendre naturellement. Moi, je rejoins Thomas. Il y avait une forme d'acceptation, mais c'est pas de son rôle. Et puis dans le combat, moi, ce que j'ai toujours mis en lumière, c'est pas son problème de scoring. Ouais, c'était son côté, le combat. T'es un meilleur défenseur de la ligue, et dans le rebond, dans les comptes, c'était pas assez fort, quoi. Après, si tu veux plus la balle, moi, on a toujours joué au basket. À un moment, quand tu veux la balle, tu la demandes. T'es un peu plus proche du texte, t'es un peu plus dans le combat. Et comme par hasard, quand il est plus dans le combat, il fait des matchs là. Pour moi, c'est pas juste. En plus, c'est vrai qu'hier, le fait que Donovan Mitchell se tourne un peu de la cheville, qu'il soit complètement en travers, il est devenu naturellement l'option numéro 2 sur la deuxième mi-temps. Mais il y a l'attitude pour moi. Il y a une attitude. Un mec qui accepte son rôle de numéro 3, 4, comme ça, t'as pas envie de lui donner la balle. Un mec qui est actif, pique, flash, attraper, jouer, en fait, t'as plus envie de lui donner la balle. Donc, oui, t'as raison, mais Thomas aussi a raison là-dessus, je trouve. Mais en tout cas, on est ravis, contents. Moi, j'arrêtais pas de dire cette année, j'en suis revenu d'Evan Mobley. Hier, tu vois, ce matin, à 6h, je regarde le match, je me dis, putain, mais enfin, gros. Et puis, comme par hasard, les conséquences. Là, les conséquences, c'est pas juste, tiens, Donovan Mitchell est un peu blessé et pas dans un grand soir, je step up. C'est que là, je step up des 2 côtés du terrain et je fais gagner un match à l'extérieur au meilleur des moments de la série. Donc ça change tout, en fait. Donc l'un des grands moments de ce match-là, c'est que si on avait été fan de Détroit, ce matin, je pense que j'aurais tout arraché. Hein. Parce que c'est aussi ça le truc du basket, c'est que les équipes sont très proches. On le dit depuis le début de la série, qu'il y ait eu 2-0 et ensuite 2-2, c'est tout à fait logique. Il y a beaucoup de talent sur le terrain, un petit peu plus côté Cleveland, c'est ce qu'on dit souvent. Mais le problème, c'est que quand t'as Ausar Thompson, qui a un impact physique et défensif exceptionnel, mais qui en attaque manque quand même beaucoup de choses, lorsqu'il
fait une super défense comme sur cette dernière action sur Donovan Mitchell à la toute fin du temps réglementaire, et que derrière il se fait tacler par Jarrett Allen qui fait pas exprès, ça c'est littéralement une faute qui doit lui permettre d'avoir 2 lancers francs. Il marque, il rate, c'est son problème, mais ça change tellement la narrative du match. Bon, alors, il y avait plein de choses à dire avant ça, mais on peut aller sur... C'est le fait du match. Voilà, pour moi, c'est le fait du match. C'est vrai que quand on regarde ça, je me dis, prolongation, ça va être cool. Pour moi, je revois cette action, je fais, Tony Brother ne siffle pas faute. Il y a faute. Alors, il ne fait pas exprès Jarrett Allen, mais en tout cas, Ausar Thompson, il peut même pas balancer une prière parce que justement, il est touché, il est tombé et il tombe par terre. Il y a faute ou pas, tu vois. Ouais, alors pour moi, il y a faute. Et en fait, je trouve que là, c'est vraiment dérangeant. Il y a des situations où tu es en fin de match, l'attaquant a la balle, on lui fait une petite faute où il est gêné, ça tape un petit peu le bras, ça part en prolongation. Il n'y a pas tellement de sujets. Voilà, on sait qu'on donne du crédit à la défense et le jeu porte pour qu'on aille sur une prolongation. Là, c'est une faute qui a un impact évidente et ouais, c'est une faute évidente en fait, il y a même pas de sujet. Tout à fait. Donc après Ausar Thompson, comme tu l'as dit, c'est pas le meilleur. C'est un autre débat, tu marques tu rates, voilà. Il aurait pu faire 0-2 hein. Si on commence à siffler faute ou pas faute selon les pourcentages de mecs au lancer franc, on s'en sort plus. C'est pas ça, je veux dire, c'est que comme tu dis, ça n'a rien à voir, c'est une autre histoire, mais en l'occurrence là, pour moi, il y a pas de sujet, il faut qu'il y ait 2 lancers francs et on n'en parle plus. En vrai, c'est le fait du match hein. C'est le fait du match pour Détroit. Alors, ils sont mis en galère et maintenant, on va parler de plein d'autres choses dans ce match-là. Mais je trouve que pour moi, tu vois, on parle souvent de l'arbitrage, de l'incohérence. Mais comment c'est possible? Tony Brother, c'est peut-être l'arbitre le plus référencé et le plus expérimenté. Il s'est mis un franc-franc avec les coachs. Il rate des coups de sifflet. Et frérot, frère, siffle gros. Aldo Curti. On va revenir donc sur ce match, encore une fois, où on les a vus très serrés, mais finalement, les runs en première mi-temps notamment sont faits par Détroit, portés encore une fois par un Cade Cunningham fantastique. C'est Jenkins qui rentre dans le 5 puisque Duncan Robinson est blessé. Honnêtement, le début de match, c'est lui qui met les 7 premiers points. Jenkins, il est fantastique. J'adore le premier système, il est extraordinaire. À 3 points, là. Ouais, avec la remontée pick and roll, il prend un back pick et derrière ils vont le trouver à 3 points. Le match des Pistons, c'est très sérieux au début. Les Cavs ont un petit peu de mal, comme souvent à l'extérieur, mais finalement, on voit 2 équipes très proches l'une de l'autre. Mais elles sont très proches. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette première mi-temps. À la fois l'impact de Cade qui est exceptionnel, évidemment, on n'apprend rien. Et dans le même temps, un Tobias Harris qui est complètement à côté de ses pompes. Il commence quand même avec un 0 sur 6. Il fait, bon voilà, c'est reparti. Bon, il réagit quand même avec 5 sur 5. Ouais. Le problème, c'est qu'il finit à 6-19. C'est-à-dire qu'il fait 0-6, 5-5, et donc après 1-6. Il disparaît complètement en deuxième mi-temps, Tobias Harris, mais c'est pas le seul. Non, et là, on va aller un petit peu... on reviendra sur les Cavs, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à dire, mais hier, on a quand même l'impression, Arthur, que tout se passe autour de Cade. Alors Jenkins est fantastique dans l'énergie, dans l'attitude, mais quand même beaucoup trop de choses passent autour de Cade Cunningham. Et ça, c'était une des inquiétudes qu'on a eues tout au long de la saison. Si on prend son match en lui-même, Cade est incroyable. On se dit, mais ouais, c'est un MVP, c'est tous les qualificatifs que tu peux y porter. C'est ce gars qui peut t'emmener une équipe au titre. Mais c'est clair qu'autour de lui, c'est beaucoup trop compliqué. Et l'absence de Duncan Robinson, qui n'était pas incroyable jusque-là, et même au niveau des playoffs, apporte quand même un petit peu de spacing qu'on n'a pas réussi à retrouver. Et t'es obligé de le surveiller. Et une menace, voilà, une menace. Et donc là, tout de suite, c'est beaucoup plus facile de défendre. À la limite, tu sais qu'il va faire 5 contre 1, il va être dans de la débauche d'énergie, etc. Mais après... Ausar Thompson, tu le laisses shooter. Jenkins, il arrive à trouver un peu d'adresse, mais c'est des hauts et des bas, ça manque un petit peu de talent, mais il est trop esselé. Et Jalen Duren, comme tu en as parlé pendant l'intro, c'est trop compliqué là aujourd'hui, il n'est pas en confiance. Le jeu, c'est trop dur. On va ouvrir quand même le cas de Jalen Duren tout à l'heure. On sait que sur le match 4, et depuis même cette série, Biggerstaff avait ouvert un petit peu son mois. Il avait trouvé des solutions avec Caris Levert. Il est 24 au match d'avant. Mais qui n'a pas été. Il a le tir de la gagne. Il a le tir de la gagne. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait. Il hésite. Je sais pas ce qu'il fait. Kevin Huerter joue très peu. Isaiah Stewart a un très bon passage. Des filoches et tout. Des filoches à 3 points. Puis défensivement même, il est très bon. Il ne joue que 11 minutes. Paul Reed, exceptionnel. Et en fait, Paul Reed. Par hasard. Hier, en fait, le choix de Jimmy Bickerstaff, c'est de bencher les 17 dernières minutes de Jalen Duren, qui est encore une fois dans l'attitude catastrophique, et de lancer Paul Reed, qui, sur les 3 pivots hier soir, va être encore une fois le meilleur. Tu vois, quand on parlait d'Evan Mobley, 3e option, des fois, tu n'as peut-être pas la balle. Paul Reed est l'exemple que si tu es dans l'attitude, tu cours, tu es dans les bons espaces, il va se passer des bonnes choses. Hier soir, Paul Reed, c'est quand même 17 minutes, 10 points, 4 sur 7 au tir, 8 rebonds.
Non, mais il est énorme, il y a Paul Reed, il est énorme, et c'est par sa performance que JB Bickerstaff fait le choix de se passer complètement lors du 4e quart-temps et de la prolongation de Jalen Duren, ce qui en vrai, pour une superstar NBA qui est en fin de contrat là et qui, on verra combien il va pouvoir négocier, le bon Jalen Duren, en fait c'est un choix tout à fait logique. Tu regardes le match, tu dis Jalen Duren, personne n'a envie de le revoir sur le terrain, parce que t'as deux gars, Stewart et Paul Reed, qui sont bien meilleurs, qui ont plus d'impact, qui sont plus dans le combat et qui sont même plus agressifs et plus d'impact. Donc bon, au bout d'un moment, le basket, c'est aussi ça, de faire des choix en cours de match. Bon, ça aurait pu être payant. Le problème, c'est qu'ils perdent à la fin. Donc, il y a quand même... D'ailleurs, à un moment, vous avez vu, il y a une discussion... Ça reste un bon choix. Hein. Oui, bien sûr. Parce que quand Jalen Duren sort, il parle pendant une trentaine de secondes long, hein, avec JB Bickerstaff. C'est rare de voir des moments comme ça pendant les matchs, surtout coup près comme ça. Arthur, honnêtement, ça fait 10 matchs maintenant, un peu plus de playoffs pour les Pistons. Et Jalen Duren, il n'y a pas une fois... Il n'y a pas une fois où il arrive à s'y mettre. Alors, on essaie de se dire il a fait 10 et 7, c'était pas trop mal. Mais en fait, Jalen Duren, on rappelle All-Star cette saison, il tourne à quasiment plus de 19 points par match. Il est complètement à la ramasse. C'est même pas qu'il est maladroit ou pas inspiré, il est transparent. Il est transparent, il a aucun impact. Alors qu'à la limite, tu peux des fois avoir des stats qui sont en berne, mais avoir de l'impact défensivement sur des choses qui ne se voient pas. Moi, j'ai une piste un petit peu. Je pense que son statut de All-Star, le fait qu'il ait fait une superbe saison, le fait qu'il soit monté au fur et à mesure de sa progression de carrière et qu'il soit aujourd'hui un joueur hyper référencé, il est arrivé dans ses playoffs en se disant qu'il avait un statut et que ce statut suffirait. Je pense que le côté mental de faire le switch en se disant je suis le mec le plus physique sur le terrain, clairement, pour l'instant, jusqu'à présent, ça l'a toujours été. Peut-être qu'il attend que les ballons viennent à lui, peut-être qu'il attend que le jeu tourne autour de lui, sauf que là, c'est les playoffs, c'est une autre planète, c'est un autre niveau, et il y a des joueurs qui comprennent très tard, il y en a d'autres qui ne comprennent jamais ce passage et ce changement mental qu'il faut faire. Aujourd'hui, visiblement, il est dans un trou. Le fait qu'il sorte, et là c'est ça qui m'inquiète, le fait qu'il ne fasse pas jouer le dernier quart-temps et qu'en plus il perde, j'espère qu'il va pas se dire voyez, je fais la gueule, etc. Et ça va lui donner des armes encore plus pour être dans son coin. Il va falloir qu'il fasse le switch, qu'il ait un petit peu d'humilité et qu'il s'y remette, parce que là c'est catastrophique et il perd beaucoup d'argent. Beaucoup de crédit, d'argent. Thomas, on est d'accord que le choix de Bickerstaff, même s'ils perdent, c'est le bon choix de le sortir. Après, le bon choix, c'est de gagner le match à la fin. Mais oui, sur le principe, en tout cas, on aurait tous fait le même choix. Ça, c'est une réalité. Là où je te rejoins complètement, c'est que c'est un gain, tu vois, il est allé chercher le statut, parce qu'il sera sûrement au NBA, pour l'instant on ne les connaît pas encore, et c'est tout à fait mérité. Le truc, c'est que ça reste un joueur de 22 ans, même si l'année dernière il avait déjà les playoffs. Quand tu as 22 ans, que tu es grand, on dit souvent que la maturité vient un petit peu plus tard, il en est la preuve. Voilà, et là on ne parle pas de maturité strictement au sens basket, c'est à un moment donné d'apprécier et de bien s'engager dans les playoffs qui sont à un autre niveau, surtout quand tu es censé être le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Donc évidemment personne ne va faire une croix sur lui, il est ultra jeune, le but c'est d'être bon dans 5 ans, donc c'est comme ça qu'il apprend à la dure. La série n'est pas terminée. série n'est pas terminée. Je suis pas complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, Détroit a une fenêtre d'aller en finale de conférence, peut-être en finale NBA, qu'ils l'auront peut-être pas. Donc le but, c'est pas d'être bon dans 5 ans. Pour moi, le but, c'est d'être bon maintenant. Aujourd'hui, ça, tu parles de l'équipe ou tu parles individuellement ? Je parle de l'équipe là. Mais malheureusement, chacun, tu vois, il y a la timeline de l'équipe et puis il y a la tienne. Après, regarde, les Cavs, s'ils vont en finale de conf, après tout ce qu'on a dit sur eux, du coup, on va tous ravaler notre sifflet. Donc il y a aussi la réalité du terrain, c'est que pour l'instant, ils jouent à l'envers. Donc on va lui tirer dessus en disant gros, tu seras jamais bon parce que là on a raté la fenêtre. Voilà. On le répète, ils ont du temps, les mecs. De toute façon, l'analyse des playoffs, c'est de l'instant T. Et après, évidemment, autour que tu mets du contexte. Il a 22 ans, il n'y a pas un monde où on va le condamner. Par contre, les stats qui vont pas en sa faveur, et normalement, quand à cet âge-là, tu es censé aussi progresser. L'année dernière, en 6 matchs face aux Knicks, il met 11,8 points par match. Il est à plus de 10 rebonds. Là, il est en deçà. Il a à peine 10 points. Il y a 8,5 rebonds. C'est des signes. Le critiquer, oui, mais en fait, ça reste un mec de 22 ans surprenant. En fait, il a atteint ce niveau. Franchement, de la vie générale, c'est curieux, qu'il fasse cette saison régulière, ça nous a tous surpris positivement. Et en fait, qu'il soit si bas par rapport à la saison régulière, c'est aussi surprenant, mais négativement. Donc je pense que son niveau est quand même dans le juste milieu. L'année dernière, Jalen Green qui fait moins de diviser par 2 ses points, on est en train de le tuer, là il divise par 2. Ouais, mais c'est un jeune joueur. C'est normal qu'on appuie dessus, évidemment, comme Mobley aussi. Mais personne, il n'y a pas un monde où on va condamner un gamin de 22 ans qui joue pivot en plus. Tout le monde n'est pas Victor, mais il n'empêche que ça reste très surprenant. Et encore une fois, pour moi, tu peux être maladroit, tu peux faire des mauvais choix, mais le combat, c'est pas qu'une histoire d'âge. Et là, j'ai l'impression, et surtout que j'ai l'impression que quelque part, il est en train de se poser 1000 questions, qu'il est entre je joue pour moi, non, c'est pas bien. En fait, je vais essayer de jouer pour les autres. Même quand il pique, il roll, c'est bien. C'est très curieux. C'est juste une preuve d'immaturité, les gars. Je pense qu'il faut pas aller plus loin que ça. Il est dans l'apprentissage à la dure.
tout le monde n'est pas Victor. Et hier, finalement. Tout le monde n'est pas Victor, les mecs. Voilà, Il faut pouvoir s'en relever aussi. Parce tout que là, à fait. quand je fais 2 playoffs qui sont catastrophiques comme ça. Attention à la négociation de contrat. C'est-à-dire que si lui, je pense qu'il imagine 200 millions. S'il négocie les Pistons, quand même donnez-lui l'argent. Gardez-le quand même. Voilà, gardez-le quand même. Il y a des choses qu'on peut pas lui enlever. Voilà. Cette saison régulière magnifique, il a un statut d'All-Star. Piano, surtout sur un poste comme ça où il y en a pas 60 000. Mais bon, on est obligé d'en parler. On est quand même obligé de s'interroger. Ça a manqué de relais autour de Cade Cunningham. Hier, on savait que de toute façon le jeu des Pistons tourne beaucoup autour de Cade Cunningham, mais depuis les 2 matchs à Dallas, depuis ce match-là aussi à Dallas, n'importe quoi à Cleveland, depuis ce match hier, on a quand même vu que c'était Cunningham ou rien. Ça a manqué de relais. Oui, mais on le sait, franchement, on le sait. Moi, je suis désolé. En fait, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. C'est comme ça. Donc, Duncan Robinson qui est out, ça change toute la line-up. Mais oui, bien sûr, parce que Jenkins, qu'on aime beaucoup en deuxième arrière à côté de Cade et que j'aime pas du tout en meneur backup, en fait, ça t'enlève un ancrage sur ta seconde unité. Et c'est hyper important pour une équipe qui n'a pas de marge. Donc, Détroit gagnera avec le tout pour Cade et perdra comme ça aussi cette année. Ils mènent 2 fois de plus de 13 ou 14 points dans la rencontre. Donc, c'est après, il faut un match de basket. Et regarde le match de Tobias Harris, ça va dans le sens de ce que dit Thomas. Il y a pas, la défense est beaucoup plus resserrée sur lui également et il y a moins de spacing. Il a des tirs ouverts. Tu sais que Tobias Harris, je voulais faire mon édito sur lui en disant il n'est jamais trop tard pour changer de réputation. Bon, ben, ce matin, j'ai dû tout changer. Il fait un match dramatique. Il est retombé dans le Tobias Harris qu'on connaît. Alors, encore une fois, la série n'est pas finie. Mais bon, au contraire, il est jamais trop tard. Exact. Oui, il est jamais trop tard pour changer. C'est ça. En fait, la réalité, c'est que tu peux toujours changer ta réputation. Bien sûr. Regarde, James Harden, on va ouvrir le débat. Bravo, James. Justement, bravo, parce James. on vient de faire un peu l'analyse du match des Pistons, mais l'info, c'est que Cleveland est enfin allé gagner à l'extérieur et que James Harden a encore une fois été très très bon. Lui qui avait été très bon sur le match 3, c'est lui qui fait gagner dans le Money Time. Et hier soir, encore une fois, dans la gestion et dans les gros tirs, il est monumental. James Harden, 30 points, 8 rebonds, 6 passes, et puis surtout ce 1%, bon, 8 sur 21. Et puis surtout la gestion du tempo dans les moments importants. Parce que dans le run de fin de match avec Evan Mobley, là, James Harden, il est incroyable. C'est lui qui les maintient dans la première mi-temps, lui et Max Strus. Il faut les lier tous les deux, parce que l'adresse des deux et l'impact qu'ils ont eu, c'était incroyable. Puis dans la fin de match, pendant que Donovan Mitchell rate complètement son game, blessé, pas blessé au bout d'un moment, quand t'es à 0 sur 7, à un moment, tu sais, il y a sa stat à 3 points. Il finit à 8. Il est à 0-7 avec des tirs ouverts, mon ami, et des bonnes passes de James Harden. C'est le 8ème et c'est... Voilà, en prolongation. Mais c'est parce que James Harden est très très fort sur son 1 contre 1, il est toujours indéfendable, il met ses step back, il met ses tirs à 3, il est très précieux parce qu'il provoque des fautes, il est souvent sur la ligne de lancer franc, 14 lancers francs tirés, et puis voilà, il est connecté aux autres. Et après les 2 premiers matchs, après toutes les pertes de balles, tout le monde l'a détruit à juste titre. Les 3 matchs suivants, il est très bon. Match 3, c'est lui qui fait gagner. Match 5, il fait partie de la bonne vague pour faire gagner son équipe. Bravo James, que ça dure. Qualifie-toi grand maintenant. Regardez cette stat sur James Harden quand même, c'est un sacré coquin. Les matchs à plus de 30 points en play-off, il l'a fait avec 6 franchises. Voilà, donc avec évidemment... C'est un jeu, c'est un GOAT après les gars. Bravo mon James. Bon, je vois aussi qu'il a joué avec beaucoup d'équipes. C'est le constat, par rapport à Tony Parker ou à Kobe. Messieurs, comment vous le voyez ce match 6, un petit peu du coup avec cette série qui se déplace de nouveau du côté de Cleveland? Cleveland est invaincu à domicile en play-off, mais Cleveland a aussi un peu le profil craqueuse. J'aurais vraiment du mal à me prononcer. Je vais donner quand même avantage Cleveland pour l'historique à domicile. Mais demain, Cade en met 45 et nous sort un match grotesque. Je ne serais pas surpris. Malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire Tom, pour Détroit? Parce que hier, on a quand même vu que tactiquement, finalement... Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours la même recette. Il faut trouver du relais, quoi. Il gagne les 2 premiers matchs parce que Tobias Harris c'est bon, voilà, c'est comment, et Jenkins c'est bon aussi. C'est qui, enfin, je veux dire même plus. Tu regardes la fiche de stats de Détroit, gagner ou perdre, ça dépendra du 2e et du 3e mec et de leur scoring. Voilà, si t'as 2 mecs qui sont à 15 et plus, dont un qui est plutôt à 20, je pense que Détroit peut le faire. Donc là, hier, je disais, je pense que Cleveland va le faire extérieur, et je pense même que Détroit va s'offrir un match 7. Donc on est dans cette mouvance-là. Je pense avoir un match 7 avec victoire des Pistons au Game 6. Moi, j'ai l'impression que Cleveland va finir à domicile. Je les trouve très forts à domicile déjà sur ces playoffs-là. Et hier, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose. Tu vois, puis cette alternance entre James Harden, qui est tantôt très bon, et après Donovan Mitchell, qui est tantôt très bon aussi. Donovan Mitchell, le match qu'il fait hier, il va pas en faire 2 comme ça, notamment à domicile. Je pense qu'Evan Mobley, quelque part, ça a dû aussi le libérer. Et je trouve qu'en face... ça manque un peu comme avec Minnesota dans l'autre conférence, ça manque un peu d'essence. À moins que peut-être... Biggerstaff tente un coup et il bench complètement Jalen Duren et il lance Paul Reed et Isaiah Stewart sur le relais à l'intérieur. Mais j'espère pas. Franchement, j'espère pas.
Fait, Faut le faire jouer, après, il est il est pas bon, courageux, tu l'enlèves. Jalen Duren n'a pas joué les 17 dernières minutes Ouais, d'un mais match. c'est une fin de match. playoff. Ne pas le mettre du tout, c'est 17 encore un minutes, autre game. c'est presque plus une mi-temps qu'un fin de non, match. Oui, mais il y a une différence entre tu commences le match, t'es benché à la fin et tu commences pas le match, hein. Alors que t'es titulaire, un truc. En Non, tout je cas, pense quand même qu'il va garder sa line-up. Il faut espérer que Duncan Robinson revienne. En tout cas, ils sont dos au mur et on a vu que quand ils étaient dos au mur dans ces playoffs-là, ça se passait plutôt pas mal. Ça va être passionnant ce match-là. Regardez les codes, ça sera dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a une magnifique nuit, de toute façon, vendredi en playoff. Donc, les Cleveland Cavaliers sont favoris à domicile avec 1,45. Donc, pour Winamax, Cleveland ira en finale de conf rejoindre les Knicks. On est d'accord avec ça, messieurs? Bah, ils sont grands favoris, ils ont toutes les cartes en main et on l'a dit souvent, qui a le plus de talent sur le terrain? On a vu que c'était les Cavs. Voilà, c'est aussi ça le constat des grands jus de Mobley, Donovan Mitchell, Harden. Ah ouais, le match de Max Strus, les gars, il est exceptionnel. On a un petit tableau Max Strus. Les deux rebonds off là. Ouais, on a un petit tableau Max Strus parce que oui, hier il met dedans comme un coquin, mais c'est son rôle. Mais défensivement, l'attitude, l'énergie, ce qu'il diffuse, fait vraiment kiffer Max Strus pendant ses playoffs. Mais Dean Wade et Max Strus, alors Dean Wade n'a pas marqué hier, mais défensivement il est magnifique. Et Max Strus. Non, parce que Dean Wade, il joue 25 minutes à chaque fois. Sacrifice. Zéro point. Il a même pas le droit de un tirer. tir max et il défend. Il Hier, défend il de shoot ouf, hein. pas. Il défend de ouf, hein. Il réussit pas, mais je pense qu'il est dans zéro plaisir. Ah ouais. Ah non, Mais, moi je pense qu'il s'épanouit dedans. Oui, moi. non, mais tu m'as compris. oui. Mais Ah oui, là, il a la fait que, le il fait que la soldat. sale besogne, quoi. Ah ouais. grave. Mais très Non, Max important. Strus, il est incroyable. Il y a un truc qui se dégage de lui. C'est une espèce de confiance. Chaque tir, t'as l'impression, là, il peut faire 8 sur 8. Je suis pas étonné, quoi. Et donc, il est fort dans le début de match. Il est fort dans la fin de match. Les 2 rebonds offensifs, ça, c'est des actions qui te font gagner des matchs de playoff. Et d'ailleurs, c'est une bascule à ce moment-là, hein, tu vois. Donc, non, franchement, bravo à eux. Il y a plus de joueurs qui ont fait un bon match hier soir. Tout simplement. Et en première mi-temps, quand ils sont à moins 13, moins 14, qu'ils prennent un premier éclat, c'est encore lui qui va mettre des grandes filoches. Il met des paniers très importants. Quelle fac, Max Strus? De Paul. Bien sûr, bravo. Vous Allez, on a avant d'aller dans la série entre les Spurs et les Wolves, on va prendre 2 petites news avec Daryl Morey notamment, qui s'est fait virer du côté des Sixers. Vous le voyez, après 6 saisons, 5 qualifications en play-off, 0 finale de conf. Arrivée donc de Harden et Paul George pour Daryl Morey, et les énormes contrats surtout donc de Paul George et Joel Embiid. Qu'est-ce qu'on en pense, Arthur, de ce choix du proprio de se séparer de Daryl Morey pendant qu'il a conforté Nick Nurse, hein? Je pense qu'au niveau du proprio, c'est une bonne chose. Voilà, il faut pouvoir apporter un petit peu de changement. Par contre, je pense qu'il faut rendre hommage à ce qu'a fait Daryl Morey au niveau des Sixers. Il a hyper bien drafté. C'est lui qui draft Edgecombe, qui draft, comment il s'appelle, Markel Fultz. Maxi. Markel Fultz. Voilà, il a apporté à cette équipe de la nouveauté, de la hype, de l'énergie. Et je pense qu'il y a plein d'équipes, plein de fans qui aimeraient avoir des dirigeants qui ont le bras long comme ça et qui sont capables de faire venir des stars. Oui, le marché de Philadelphie est plus avantageux que le marché de Minnesota ou d'autres petites équipes, mais quand même. Thomas, est-ce que c'est pas bizarre quand un GM se barre et qu'il laisse 2 contrats poison comme ça derrière lui? Si, t'as raison. En fait, le problème, c'est que Daryl Morey, entre ses références qui sont énormes, hein, ce qu'il avait fait avec les Rockets avant et maintenant avec Philadelphie, et ses résultats comptables, il y a quand même une marge de ouf. Donc, c'est un métier qui est difficile, il faut faire beaucoup de bons choix, et on se souvient surtout de tes mauvais choix. Donc, le fait de faire venir James Harden, ça a été un flop. De pas avoir réussi à gérer, je sais pas si c'est vraiment de son fait, mais Joel Embiid et son physique, c'est un flop aussi. On peut souligner ses bonnes drafts, mais on peut quand même dire qu'il y avait une rupture à un moment donné avec certains joueurs. Donc, James Harden, c'est le premier avec la tournée en Chine où il dit que c'est juste un menteur, hein. Il a dit que Daryl Morey est un menteur. Menteur. Avec un micro et une caméra. Bravo James. Donc moi je trouve que c'est une décision logique. On verra pour Nick Nurse en fonction de qui arrivera et quelle sera la direction donnée. Hier, on en parlait dans Clutch ensemble avec Rémi, et on disait c'est sûrement le moment de laisser partir Joel Embiid. Donc vraiment, moi, mon avis profond, c'est de dire prenez le président des opérations basket qui va mettre en place une politique pour se séparer de Joel Embiid, pour reconstruire l'équipe autour de Tyrese Maxey. Paul George, c'est pas un problème pour l'instant. Joel Embiid, ça doit l'être. Ouais. Arthur, t'as pas l'air, t'as fait une drôle de tête quand on a dit se séparer de Joel Embiid. Non, je suis d'accord. Il faudrait peut-être s'en séparer, mais il touche 69 millions l'année prochaine ou celle d'après. Il rentre dans son contrat max là cet été. Il rentre dans son sur contrat 3 ans. max. Il y a toujours une équipe qui reprend. Ouais, voilà, mais ça va pas être facile. Voilà, ça va pas être facile. Ouais, mais tendu. c'est pour ça que je parle de volonté. C'est-à-dire que tu vois, on est 3 là, on fait les entretiens. Erwan, il dit, moi je crois énormément en Joel Embiid. Alors moi je te dis non gros, c'est pas toi que je vais prendre. Tu vois, tu vas me dire, je pense que le statu quo, on peut essayer ça. Je te prends pas non plus. Moi j'arrive, je dis, je pense qu'il faut que Joel Embiid. Évidemment, toi on va te prendre. Mais c'est mon avis. C'est mon avis de base. On peut changer aussi les casquettes, mais là je pense que j'ai raison, donc je vais aller au bout du truc. Moi j'arrive en disant, on va tout faire pour s'en séparer. Est-ce que c'est possible?
Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, le but, c'est de reconstruire cette équipe autour de Tyrese Maxey avec un pivot qui peut jouer, en fait. Les deux raisons, raisons pour lesquelles, pour moi, il n'y a aucun débat sur le fait qu'il faut se séparer de Joel Embiid, c'est son état physique. Alors, même si contre les Celtics, c'est magnifique, blabla, mais il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après. L'après, ils jouent à 40% face aux Knicks et ils se font sweeper. Et surtout que derrière, en fait, et la chance qu'ont les Sixers, c'est qu'il y a déjà des mecs qui sont là. Maxey et Edgecombe, ils sont là. Et pour le coup, il faut leur filer les clés. Et je pense que Tyrese Maxey, qui est dans un bon contrat aussi, qui va arriver saison après saison, lui aussi à la fin de son contrat, si tu lui donnes pas les clés, moi il va dire merci les gars, c'est clair. Je vais me barrer. Donc je pense qu'aujourd'hui ils ont cette chance-là, c'est qu'ils ont déjà l'après. Et Edgecombe et Maxey, il faut leur filer les clés de la maison. Et pour ça, il faut que Joel Embiid s'en aille, parce qu'on l'a vu en play-off, quand Embiid revient, c'est lui le numéro 1 et on peut pas faire autrement. Donc Maxey, il faut lui filer les clés. En plus, tu sais, t'es le GM, tu fais, vous avez vu Joel Embiid en play-off, il peut encore vraiment avoir de l'impact. Prenez-le. Au premier tour. Genou va plutôt bien. Voilà. On reste dans la conférence, Est et même dans la même division, il me semble. Je m'enflamme un peu peut-être, mais je crois qu'il me semble que c'est ça. Les Wizards, donc, qui ont obtenu le premier choix de draft. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils pourraient s'en séparer. Et je vous cache pas, les gars, que ça me surprend. C'est une rumeur pour l'instant. T'as raison, c'est surprenant. Alors on explique le truc, c'est que les Wizards, dans leur idée, donc réfléchissent entre S.J. Bonsa, qui paraît le lock pour le number 1 pick, et Darren Peterson. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez un joueur ultra athlétique, ultra déjà avancé techniquement, une future star de la NBA en S.J. Bonsa. Pas du tout dans la même division, pardon. Ouais, c'est Atlantique et Central. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Donc, S.J. Bonsa, un gars qui est promis à être une star NBA. Darren Peterson aussi a tout en magasin. Les gens aiment bien comparer à Devin Booker, donc un arrière-shooter. Donc, sur le principe, l'un ou l'autre, ça peut faire la maille. Voilà, au-delà des profils par rapport à l'équipe. La réalité, c'est que le Jazz d'Utah a un lien très fort avec S.J. Bonsa, qui a fait son lycée là-bas, qui y est allé, dans le trou du cul du monde de l'Utah, et il était à BYU, qui est aussi dans l'Utah. Donc, le Jazz, dans son esprit, se dit, mais attends, si on prend pas ce gars-là maintenant, en fait, on fait la plus grosse erreur de notre vie. Après, donc, c'est un début de conversation. Après, la famille d'Ibonsa, ils sont de Boston. Hein. Ils ont grandi à Boston. Mais Jay, vraiment, ils sont vraiment liés à cet état-là. Et donc, désolé, mais Boston et Washington, bon, bah, c'est pas la même ville, quoi, a priori. Donc, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. La rumeur, c'est quand même Ace Bailey et le deuxième choix de draft pour récupérer le premier choix de draft et aller chercher S.J. Bonsa. Donc ce serait quand même une sacrée dinguerie, une belle offrande faite aux Washington Wizards. Moi, tu me dis que tu as Darren Peterson et Ace Bailey qui déboulent et tu prends pas S.J. Bonsa, je pense que je peux ouvrir la porte à une discussion en tout cas. Arthur ? Rien d'autre à ajouter, je suis complètement d'accord. Après, ça fait toujours très bizarre de dire que tu traites ton numéro 1 de Ah oui, moi je trouve c'est très particulier. On sait que les franchises ont la politique de drafter en fonction du besoin ou en fonction du talent. Là, au bout d'un moment, quand tu as le numéro 1 de draft, pas sur le 1, quoi. Donc, bon, voilà, c'est très particulier. Bah, les seuls trucs, on en a parlé, c'était lundi, je crois qu'on en a parlé, les seuls souvenirs qu'on a sur un numéro 1 de draft qui est trade. Alors même non, en troisième, on peut parler de Penny et de Chris Weber, back in the days, alors vraiment, il y a 30 ans maintenant. Oui, mais là, c'était pour des raisons assez évidentes. Ouais, mais d'accord, mais je veux dire, c'est les souvenirs que j'ai des trades des numéros 1 de draft. Donc, t'as ça, t'as évidemment Andrew Wiggins, avec l'arrivée de LeBron, ils vont chercher Kevin Love. Ensuite, alors vous l'entendez peut-être pas, mais gros, il y a un déluge terrible. Waouh, incroyable. Et le troisième truc, c'est Jason Tatum et Markelle Fultz. Donc Boston et Philadelphie il y a quelques années, pour le coup, Boston a bien fait son petit travail. Donc voilà, à prendre en ligne de compte tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a deux bêtes de joueurs qui devraient renforcer. Il n'y avait pas des rumeurs aussi côté Wizards pour essayer d'aller chercher des joueurs confirmés? Si, il y avait un peu ça. Mais moi, ça veut dire quoi, ça? Mais je comprends pas. Non plus. Aujourd'hui, les Wizards, de toute façon, le but, c'est pas de gagner dans l'année prochaine, ni dans 2 ans. C'est de se donner 3 ans pour arriver à avoir une chance d'avoir une équipe qui joue le titre. Donc, parce que quand tu fais Trae Young cette saison, quand tu fais Anthony Davis, moi, s'ils doivent bouger, pour moi, c'est pas sur le premier choix, c'est sur Anthony Davis. Ouais, t'as raison. Et ils doivent aller chercher AJ Bonsa et l'installer. Et il y a un truc qui est hyper important, et les Wizards sont un bon exemple de ça. Un numéro 1 de draft, quand tu le prends, en fait, tout de suite, il y a un lien hyper fort avec les fans. Vraiment, John Wall, il a un lien encore, c'est encore lui là qui fait la loterie. Très attaché à la communauté. Un numéro 1 draft, ça, tu vois, quand ça se passe bien, c'est beaucoup plus fort que des vétérans qui vont venir, ça se passe pas bien. Bon bah les mecs vont partir d'ici 2 ou 3 ans. Donc non, moi je leur conseillerais quand même de prendre J.D. Bonsa. Toi Arthur, tu es spécialiste NCAA, tu ferais quoi? Tu prendrais J.D. Bonsa si c'était les Wizards? Moi je prends J.D. Bonsa. Aujourd'hui, j'ai du mal à donner un joueur qui est plus talentueux que l'autre entre les deux. Par contre, J.D. Bonsa m'a l'air un
peu plus stable, il a un profil physique un peu plus intéressant, bien que Peterson, de toute façon, c'est des deux superstars joueurs. Bah oui. NCAA. Voilà. Aujourd'hui, il y a un peu des doutes sur Peterson, sur tout ce qui s'est passé sur sa saison à Kansas. On a entendu des choses sur une surconsommation de créatine qui lui donnait des crampes. Alors ça, tu peux expliquer ça? Enfin, ouais, alors, pas de souci. Alors en gros, cette année, il y a eu un énorme sujet sur la gestion du temps de jeu de Darren Peterson au niveau de Kansas. Donc des fois, il demandait à sortir, des fois, il jouait pas des moments importants sur des fins de match. Et a priori, ce qui est ressorti, c'est qu'il surconsommait de la créatine qui lui entraînerait des crampes. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'avais entendu jusqu'à présent. Donc voilà, en tout cas, c'est une piste, en tout cas une raison. Je sais pas ce qu'on peut en C'est faire. son corps qui réagit. En fait, il en prend pas plus que la moyenne. Non, mais c'est que son il a eu un haut taux déjà. C'est que son corps réagit parce qu'il a, il a un taux dans le corps qui fait, et donc ça lui fait avoir des crampes. Donc ça voilà. sort, je trouve que ça sort tard comme explication, alors que ça fait 3 mois qu'on se dit mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, parce que l'année a été difficile. Hein. Il a raté beaucoup de matchs et tout. Hein. Ce que je vous disais il y a quelques temps, c'est un super joueur, mais quand tu vois ses années lycée et son année à la fac, j'ai l'impression qu'il n'a pas le même corps. Alors oui, effectivement, il s'est étoffé, mais moi je suspectais des petits soucis, des petites blessures, je sais pas, peut-être au dos, peut-être au niveau des genoux. Tout ça pour dire que je trouve que les deux sont aussi talentueux, mais je prendrais plutôt Dibansa. Je sais pas. Je pense moi, je te rejoins. qu'il me donne plus de sécurité, plus de garantie. Alors là, il y a le draft combine là, en ce moment. Alors il y a deux trucs Chicago, à Chicago. Il y a deux trucs qui ressortent. Eddie Dibansa va devoir progresser sur son tir extérieur. C'est une réalité, tout le monde le sait. Tout le monde a vu les vidéos. Il en rate beaucoup, tout est très court et tout ça. Mais on le sait. Le problème, c'est qu'il est excellent sur tout le reste. On pourrait parler de sa défense. Parfois, il se laisse un peu aller. Il y a un deuxième truc avec Eddie, c'est que c'est une star en fait. C'est-à-dire qu'il est son père Anissé, qu'on a déjà côtoyé plusieurs fois. Ses interviews, la manière dont il se comporte, il a été comme Victor. Formaté pour être un jour une star NBA. Donc depuis qu'il a 13 ans, il vient en costume, il est toujours propre, il est excellent en entretien, en off et aussi devant les caméras. Mais ça, c'est des trucs qu'il faut chérir quand vous êtes une franchise qui a un numéro 1 draft. Parce que le gars, ça va être votre ambassadeur numéro 1. Donc pour moi, Eddie Dibansa, c'est un no-brainer, il faut absolument qu'il soit numéro 1. Et j'aimerais rappeler que c'est des choses qui sont très importantes, notamment au niveau des entretiens. Alors peut-être que ça va très mal vieillir, cette take, mais on se rappelle que Bisley avait été choisi en numéro 2. Michael Bisley avait été drafté en numéro 2 en sortie de Kansas State à la place contre Derrick Rose qui avait été drafté en numéro 1, alors que les Bulls voulaient drafter de base Bisley, mais parce que son entretien avait été catastrophique. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent donner des indicateurs. Écoute, on verra ça en tout cas, ça va être passionnant en tout cas cette draft de savoir si Eddie Dibansa va finir numéro 1. Il sera à Paris d'ailleurs. Oui, la première semaine de juin. Exactement. Ouais, je crois que ça concorde bien avec la Fashion Week. Ouais. On espère. Et on l'aura bien sûr. On l'aura espère comme évidemment pouvoir le croiser. Il connaît très bien les studios. Oui. AJ. Allez, on a fait le tour des news. C'était long, mais c'était encore une fois passionnant. Et là, on va ouvrir la série qui nous régale entre les Wolves et les Spurs. 1-0, 1 partout, 2-1, 2-2 et désormais 3-2 pour les San Antonio Spurs qui se sont donc imposés dans ce match 5 à domicile. Et ce match 5 a surtout signé le retour d'un homme, Victor Wembanyama, 27 points, 17 rebonds et 3 contres. Et on l'attendait ce retour parce que le match 4, il n'avait pas fini Victor, il avait mis ce coup de coude assez terrible sur Nasrid. Arthur, on en a parlé nous lundi, comme d'habitude, je veux avoir ton avis sur ce geste assez fou de Victor qui a démonté Nasrid, ni plus ni moins. Écoute, je pense que Victor est un superbe communicant, c'est un mec parfait, c'est tout ce que tu veux, mais ça reste aussi un basketteur qui a des émotions. Et au bout d'un moment, lorsque tu te fais charcler sur toute une série, sur tout un match, ou en tout cas sur une partie importante, tu as des réactions humaines, un petit peu sauvages. Et je pense pas qu'il voulait viser Nasrid au niveau du visage. Je pense qu'il voulait donner un coup pour pouvoir s'échapper. C'est absolument pas une excuse, et que ça finit sur le visage et c'est catastrophique. Et voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de chaud. On peut se rappeler de Batum qui a charclé en 2012 des Navarro. The nice guy, il a mis une patate à un mec. Alors que Batum, c'est vraiment le Qui mec lui en veut d'ailleurs. On a tous applaudi. Exactement, et Batum qui avait du mal à redescendre à la fin du match. Le match était déjà fini, il n'était pas redescendu. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui arrivent. Et voilà, c'est aussi bien pour Victor, c'est aussi bien qu'il montre qu'il a du caractère. Je dis pas que les gens vont plus être agressifs sur lui, mais voilà, c'est une bonne chose. Donc voilà. On n'est pas en train de louer le fait qu'il y ait des bagarres en NBA. Voilà, je le redis quand même au prof de sport. Et surtout, il a répondu de la meilleure des manières en gagnant et en faisant un match référence le match après, ce qui aurait pu être catastrophique si tu perds le match 4, et si ensuite après tu sous-performes sur le match 5, on aurait pu revenir sur cette action et elle aurait pu avoir beaucoup plus d'impact. C'est passé, bravo à lui. Un truc qu'on n'a pas dit dans la vidéo qu'on a faite lundi, c'est beaucoup de crédit à Nasrid qu'on n'a pas rajouté.
Ouais, c'est vrai. Mais Nasrid, il est. Oui. Tu sais, il est tough, il joue et tout. Il fait pas de simagrée à Ouais. 2 balles, il fait kiffer. C'est très bien. Et puis, vous avez vu sur le match 5, à un moment, il le pousse. Alors, il y a une faute sifflée un peu tôt. Derrière, il arrive. C'est plus du basket. Hein. Il arrive épaule en avant. C'est ce qu'on veut voir, c'est les playoffs. Alors justement, ce match 5, tu peux le remettre, Tom, s'il te plaît, en box score. Les Spurs se sont finalement largement imposés un deuxième blowout dans cette série après le match de 126-97. Et évidemment, tous les regards étaient d'abord sur Victor et il nous a pas déçu. Dès le premier quart-temps, Thomas, il a donné le là, boum. Il est en double-double très rapidement dans le match. Il est exceptionnel d'agressivité. Il y a un nombre de highlights. Il met, je sais pas, 5-6 paniers dans le premier quart-temps. Des tirs à 3. 18 points, je crois. Ouais, il met 18 en première mi-temps, je crois, non? Bon, je sais plus. Bref, il est énorme. Il est énorme en première mi-temps. Mais surtout, la qualité des highlights, quoi. Il prend pratiquement tous les premiers tirs, des tirs à 3 points. Il les manque. Il s'échappe pas derrière. Il est dans le 1 contre 1 aussi, dans un style qu'on l'a peu vu face à Rudy depuis le début. C'est-à-dire, il le prend de face et il est là, dribble chaloupé, speed move. Il est à 2 doigts de mettre un dunk, là, à un moment donné, main gauche, il est un peu court. Il met cet énorme dunk, là, où franchement, c'est un joueur touquet, quoi, en fait. Il est cheaté de ouf. C'est une réaction de champion. Vraiment. On verra si un jour il sera champion, mais en tout cas, quand on parle de flash tout à l'heure pour une autre série, là j'ai vu un flash en fait juste d'un futur GOAT. Face à la défense agressive, face à tout ce qu'on a dit, face à la pression même populaire entre guillemets, mais en fait sa réponse est la meilleure possible. Arthur, ça en dit long justement de se faire expulser sur un match 4 avec un vilain geste qui a fait parler tout le monde de la balle orange et revenir sur un match 5 comme ça. Tout le monde au global, hein. Moi tout le monde en a parlé. Hein. Ouais, les gens qui n'ont pas trop de rapport, ils ont vu Victor Wembanyama il a craqué. Non, la réponse est incroyable. Et voilà, faut pas sous-estimer ça. Au bout d'un moment, quand t'es là, t'es sorti, t'as une expulsion, ton équipe perd, t'as tout qui est contre toi, tu réponds de la meilleure des manières dès le début du match. Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. Qu'on est bluffé, hein. Moi, je suis bluffé. Moi, il me bluffe. J'avais partagé en off avec vous il y a quelques temps les doutes que j'avais sur ce que pouvait apporter Wembanyama. Voilà, je le dis. Je pensais que ça allait être un Hakeem Olajuwon plus et que offensivement il n'arriverait pas à avoir des très hauts plafonds. Aujourd'hui, voilà, il me bluffe et j'arrive plus à lui mettre de limite offensive clairement. Il n'empêche que la prestation globale aussi des Spurs, elle est impressionnante. Là, sur la première mi-temps, quand même, on voit, oui, en attaque, il se passe plein de choses, et on va revenir sur des cas particuliers, mais la défense, notamment en première mi-temps, comment ils arrivent à faire complètement déjouer Minnesota, parce que oui, il y a Victor, mais cette pression systématique sur la balle, que ce soit De'Aaron Fox, Stephen Castle ou Devin Vassell, c'est pression sur la balle déjà, donc c'est très dur de s'en sortir, et derrière, quand tu arrives à t'en sortir, t'as Victor qui est au contre. En fait, l'une des clés de cette série, c'est que sur la durée, on voit Minnesota qui en attaque commence de plus en plus à s'essouffler parce que tout est dur. Dès que c'est sur demi-terrain, t'es obligé d'aller dans des tirs créés, après des dribbles, contestés. Et en fait, on voit qu'à ce jeu-là, les Spurs sont en train complètement d'éteindre Minnesota. Mais t'as complètement raison. Aujourd'hui, pour une équipe... Selon moi, tu as complètement raison. Pour une équipe, déjà, la première chose, quand tu joues contre Minnesota, il faut matcher à minimum leur intensité physique. Chose qu'ils arrivent à faire. Et comme tu le dis, quand t'as Victor derrière toi, qui est j'allais dire 7-footer, 8-footer. Il est 7-4, qui est derrière et qui dissuade lorsque tu rentres dans la raquette, mais tu as tout intérêt à mettre une surpression. Et c'est une équipe qui est jeune, qui n'a pas tant de pression que ça. Ils en ont un petit peu, mais ils sont pas non plus attendus au début de saison pour être champion. Bah, tu mets de la défense souterrain, t'as des cannes, et puis si tu défends bien, tant mieux. Si tu défends mal, hop, il y a les aides derrière, il y a Victor qui va tout gêner. Donc, qui continue. Après, je vais pas dire que la série est terminée parce que Minnesota surtout pas. est une équipe incroyable, mais les Spurs, défensivement, c'est exceptionnel. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de Détroit et Cleveland sur le shift domicile-extérieur. Là, franchement, le début de match et l'énergie des Spurs, c'est vraiment l'équipe à domicile qui vient pour dire hey, on a perdu un match ric-rac alors qu'on aurait pu le gagner, on va les détruire. Et il y avait une atmosphère dans la salle où tu sais, tout le monde vraiment à l'unisson et les 20 000 supporters qui étaient là, franchement, tu le ressens devant ton écran où ils vont les détruire. C'est une vraie vague, c'est une meute, ils vont les bouffer dans l'intensité avant même de parler de basket. Et chaque mec, donc le 5 majeur, puis les mecs qui sont rentrés, Keldon Johnson, Jalen Harper, en fait, ils amènent de la vitesse, de l'énergie à un 5 majeur qui en a déjà beaucoup. Et Minnesota, et là je te rejoins complètement, leur facteur numéro 1 sur les derniers playoffs, c'est de toujours être meilleur dans la densité physique, meilleur dans l'énergie, meilleur dans le côté physique. Bon bah là ils sont pas matchés, hein. Ils sont battus. Ils sont juste battus, Minnesota. Clairement. Et puis là, on commence à voir que le manque de rotation côté Minnesota, sur ce match-là en tout cas, ça commence à peser parce qu'il te manque un DiVincenzo, il te manque un Anthony Edwards. Bon,
ça se voit pas qu'il est pas à 100%, Ça se voit moins qu'au début, mais t'as raison. ça se voit moins. Ouais. Mais bon, il prend 13 tirs sur le dernier match. Les prises à deux, mon gars. Sur le hein. match 4, il fait trembler un petit peu les Spurs avec ses 36 points et on a l'impression qu'il va être capable de faire la bascule, tu vois. Enfin, il fait la bascule du match. Sur ce match-là, il y a 2-3 tirs, on se dit mais en fait le 14-2, voilà. il est pour lui, il est magnifique. Mais on comprend très vite quelque part qu'il va pas avoir assez de jus pour faire ça. Mais après, je pense que Minnesota, le fait qu'ils soient matchés physiquement, ça les contrarie et ils n'arrivent pas à jouer autrement. Et pour moi, c'est l'image de Julius Randle où je trouve que mine de rien, il joue autour de Victor, il joue small ball. Champagny, Fox, Castle, Johnson des fois. Ouais. Donc après, tu joues petit. Fox, je veux dire. Ouais. Et ils ont en tout cas ce. Ah, c'est pas du small ball vu qu'il y a Victor. Oui, certes, mais en tout cas, les 4 derrière, c'est des extérieurs. Ouais. Tu vois, il y a même pas. C'est un milieu des 3-4. Il y a même pas un 3-4. Ouais, non, même pas. C'est des 1-2, 3 max. Et je trouve que Julius Randle et même Janelle McDaniel, ce qu'il faisait très bien sur le début de la série, c'est qu'il est posté. Il leur faisait mal sur le post-up. Boum, boum. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont un peu repoussés. Donc, du coup, ils jouent de face. C'est pas le même jeu. Et c'est pas le même jeu. Donc, du coup, les petits, ils ont plus de cannes pour ça. Et surtout qu'ils sont imbattables. Sur des duels de dribble comme ça, sur demi-terrain, ils sont imbattables. Ils sont coquins aussi avec exactement. Ils sont coquins. Et ils sont bons dans les aides et reprendre. Et je trouve que là-dessus, Minnesota s'est trompé un peu tactiquement sur l'attaque de cette défense-là. Au lieu d'aller cibler vraiment des mecs plus petits, moins gaillards, sur Randle ou McDaniels, ou même Nasrid, ils ont voulu jouer d'extérieur à extérieur, et là, ils ont perdu. Tu vois, tout à l'heure, par rapport à ce que tu as dit, ce que tu es en train de dire, en fait, ils sont pris dans un entonnoir. Mais comme habituellement, Minnesota fait aux autres équipes. C'est-à-dire que la défense est tellement forte, tellement agressive que tu peux pas installer ton jeu. C'est vachement dur de dire, bon, là, ils sont toujours un peu dans l'urgence, comme tu disais. Ils sont dans l'urgence. Donc, dans l'urgence, tu as beaucoup moins de lucidité. Le QI basket de ton équipe au global, elle descend drastiquement. Donc, Julius Randle, oui, on le retrouve pas un peu bien, et encore, il arrive à avoir ses moments, il va chercher des fautes, on le retrouve sur la ligne des lancers francs. Mais quand t'es pas souverain physiquement, tu peux pas installer ton basket. Et ça ressemble exactement à ce que fait Minnesota d'habitude. Ou OKC fait pareil. Exactement. Et là, tu parles de Minnesota côté offensif. Après, on peut dire aussi que Julius Randle, contrairement aux autres matchs, n'a à aucun moment réussi à embêter Victor. Et même la défense. Victor avait réussi à être gêné sur les 4 premiers matchs. Là, à aucun moment on a senti ça. Donc, je l'ai trouvé fatigué. Alors, il me régale, Julius Randle sur ses playoffs. Il est magnifique. Je l'ai trouvé très fatigué, beaucoup moins inspiré, Julius Randle. Regardez sur la série face aux Spurs. Donc, il a des plus-minus, mais il doit faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que on l'a vu sur le début de la série, aller prendre Victor Lange. Moi, je pense que c'est le physique parfait pour défendre sur Victor. Mais non seulement on l'a vu embêter très peu Victor, mais on l'a même vu pas trop défendre sur Victor. Non, c'est Rudy qui est souvent un contre 1. Ça peut nous amener à une question pour la suite. Est-ce que Chris Finch ne doit pas faire un choix dans son 5 ? Est-ce que Rudy est en difficulté sur les 2 derniers matchs. Très en difficulté, mais quand cette équipe de Minnesota a de l'impact dans les fins de match, c'est quand c'est Nasrid qui attaque sur Victor et qui est dans le corner. Ça permet d'avoir du spacing, d'avoir une raquette beaucoup plus libre d'accès. Sinon, Victor est là et il est dans la dissuasion tout le temps. Et que s'il y a Rudy, tu l'as pas, ça. Donc, il y a une vraie question qui peut se poser. Est-ce que Chris Finch va faire ce choix et donc se passer dans un premier lieu de Rudy Gobert pour mettre Julius Randle dessus et Nasrid qui a de l'impact en attaque ? Franchement, c'est une vraie question qu'on peut se poser tous ensemble. Au vu des 2 derniers matchs, et on sent que Rudy, dans ces matchs-là, sur les 2 derniers matchs, est en difficulté. Je pense qu'il faut essayer ça. Tu le ferais, toi ? Moi, je le ferais parce que Nasrid dans le corner. En fait, Victor, ce qu'adorent faire les Spurs, c'est de mettre Victor dans toutes les aides et qu'il défende sur un mec qui met pas dedans, qui peut pas être trop large. Rudy. Dès qu'il y a Nasrid, et combien de fois Nasrid, il a la balle dans les corners, et puis alors ça va vite, et ça va très vite. Donc, quelque part, je trouve que ça serait tactiquement, il faut que Chris Finch, sur ce match 6 à Minnesota, il faut que tactiquement, il tente un coup et qu'il force quelque part, Mitch Johnson a aussi à coacher. Parce que pour l'instant, si on reste sur ces match-up-là, pour moi, l'avantage à San Antonio est trop clair. Tu dis quoi, Arthur ? Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai l'impression que c'est pas simple. Là. Le match va être à domicile. Et puis Minnesota a tellement ce truc de rendre le match dur, d'être résilient. Tu sais, chaque année, on les attend pas. Ils nous surprennent à chaque match, à chaque fois. Que là, j'ai plus tendance à donner une victoire ce soir à Minnesota à domicile. C'est vendredi. Vendredi. Et imaginons qu'il y a un match 7. J'arrive pas à me dire que Minnesota n'est pas capable de le faire. T'as pas envie. Tout à fait. Non, bien sûr, jamais. Mais t'as pas envie, au vu du match 5, où on voit que physiquement, les Spurs, non seulement match, mais même par moments prennent le dessus.
T'as pas envie peut-être aussi tactiquement essayer de tenter quelque chose que plutôt simplement dire on a de la résilience, on est dur, on va essayer de trouver de la profondeur parce qu'il y a des mecs qui sont en train de taper dans le mur. On a adoré Terrence Shannon Jr. 17 minutes, 2 points. Donc en fait ils sont sur un fil. Dans un match où ils sont tous dominés. Voilà. Donc ils sont sur un fil sur ce combat physique. Ils arrivent de moins en moins à trouver de solutions du banc. Même Mike Conley pèse un petit peu moins. C'est difficile. Il faut tactiquement qu'ils tentent quelque chose. La tentation, c'est effectivement de pouvoir ajouter quelque chose tactiquement, mais tu as toujours aussi ce sur quoi ton béton, ton socle, ce sur quoi tu t'es construit, qui est cette intensité, le fait d'avoir des facteurs X qui sortent. Et dans ce cas-là, tu n'approches pas du tout le match de la même manière. À voir, on va voir ce que ça va donner. Moi, je donne un crédit immense à ce que fait Chris Finch parce que c'est exceptionnel depuis quelques temps. Donc, à voir, mais je pense qu'ils vont rester sur leur base. Il y a un truc quand même qui est réel dans notre sport, c'est si tu fais ce choix-là, quelque part, tu acceptes que l'équipe en face est plus forte. Tu l'acceptes. Et c'est pas du tout l'état d'esprit NBA. Et c'est encore moins l'état d'esprit des Wolves. Va dire ça aux Warriors. Va dire ça aux Warriors quand ils jouent. Quand il met André Iguodala dans le 5, c'est un aveu de faiblesse. Ils disent, franchement, on n'y arrive pas avec Andrew Bogut, on met André Iguodala, ça shift complètement dans la série et il gagne, tant mieux. Mais c'est ce qu'on appelle un aveu de faiblesse. Quand une équipe, aussi forte soit-elle, est obligée de réagir à ce qui est en train de se proposer en face, pour les équipes aussi fortes que les Warriors, que les Wolves ou que les Clippers, par exemple. On se souvient quand Nico Batum joue 5 pendant très longtemps, il y a un énorme choix par Tyronn Lue, payant. Mais là, on se souvient des payants. Quand c'est pas payant, on s'en souvient bien moins, et en général, tu te fais fister. Faire un aveu de faiblesse, c'est pas très grave, en fait, surtout quand en face, c'est Victor. Ça dépend comment ça finit. Surtout quand Victor est en face. On l'a vu en conférence de presse, Ayo et Anthony Edwards, ils disent, aujourd'hui, Victor, on n'avait pas les armes, il était trop fort, quand il met dedans. Tu vois, ça, c'est un aveu de faiblesse. Donc, justement, t'as un mec qui est ultra dominant, t'as plus les armes sur ces match-up-là pour lutter. Moi, je crois que Victor, faut qu'il fasse tout pour que si tu viens aider, on a un mec tout seul ouvert à 3 points qui va te punir. Si t'as pas ça, en fait, l'aveu de faiblesse, c'est celui-là aussi. Oui, mais regarde, là, prenons cet exemple pur. Nasrid va dans le 5, Rudy, et il est sur le banc. Déjà, faut gérer Rudy. Bien sûr. Non, mais première chose. Mais après, le 5, moi, Attends, mais on va au bout. Le 5 majeur, c'est pas le plus important. Oui, mais là, on dit ça dans notre canapé, on est des basketteurs. Moi, quand je suis dans le 5, depuis toute l'année, tu me dis, tu vas aller sur le banc, j'ai la haine. Voilà, faut dire la vérité. Mais voilà. il a pas la haine, Rudy, tu crois, d'être benché comme ça sur la fin de match? Mais oui, mais moi, que Rudy commence, c'est pas très grave. Tu regardes comment ça se passe pendant 5, 6, 7 minutes. Mais si ça se passe mal, c'est ça que je veux te dire, c'est que ton aveu de faiblesse, parce qu'il y a le choix fort réussi, il y a le choix fort où, admettons, ça change rien. Victor, il est exceptionnel, t'as moins 20 à la mi-temps. Gros, tu peux perdre ton vestiaire. Tu peux perdre l'un de tes jambes de base, qui est Rudy Gobert, pour la suite. Et la suite, c'est l'année prochaine. Donc je dis qu'il faut quand même, à un moment donné, quand tu fais les changements tactiques aussi forts, que tu acceptes l'aveu de faiblesse, il faut quand même prendre tout en considération, surtout en termes de management. C'est intéressant. Rudy Gobert joue 23 minutes sur le match 5, pardon, et Nasrid joue 31 minutes. Julius Randle joue 36. Donc déjà, quelque part, ce choix, il a été un petit peu fait. Encore une fois, c'est vrai que dès que tu changes un 5 majeur, on a l'impression que c'est une sanction. Moi, je pense que si tu l'as en tête, cette stratégie-là, et que tu le fais fin de premier quart-temps, et que tu le mets, tu sais où tu le mets, mais tu le mets quelque part, et que Rudy se retrouve à jouer 18 minutes, ça fait moins sanction. Par contre, ça fait choix tactique pour essayer d'embêter les Spurs. Au bout d'un moment, Rudy, il connaît aussi le game, il connaît le basket. Il voit bien que depuis 2 matchs, sur son match-up avec Victor, qui tenait bien sur les 3 premiers matchs, il est en difficulté. Tu demandes à un athlète de haut niveau d'avoir du recul sur lui-même. À l'instant T, non, j'y crois pas. Ils n'ont pas cette mentalité-là, ils ont de l'ego. Donc effectivement, après, je te rejoins. Tu prends ça comme une sanction. Au bout d'un moment, les gars, ça fait 15 ans qu'ils décrochent des crans de Tramax, que tout le monde leur dit qu'ils sont exceptionnels. Ça fait bizarre. Mais là, on parle de match-up. On parle de match-up particulière. Là, on est trop extérieur au truc. Enfin, je suis désolé, mais les JO, les gars, quand Rudy, il s'est blessé bien sûr, mais quand il est sorti du 5, vous pensez qu'il a dit youpi? C'est un match-up. Ah non, il a pas dit youpi. C'est sûr qu'il a pas dit. Il y avait la cause du doigt cassé. Heureusement. Mais la réalité, c'est que la décision a été prise avant. Mais donc aujourd'hui, donc faire ça, essayer justement de forcer Victor à faire un choix où t'es dans l'aide et donc du coup j'ai une passe ouverte pour un tir ouvert à 3 points et donc je sais plus où je veux aller. Mais en tout cas ça c'est pas un bon choix. Mais c'est pas une question de bon choix ou mauvais choix là. Je te dis juste, c'est moi qui te le propose. En plus je te dis, est-ce qu'ils doivent pas changer le 5? Maintenant on en discute. Je te dis qu'on doit tout prendre en ligne de compte parce qu'une fois que je dis Erwan, on a une bonne idée, on est tous les 3 dans le staff et on se dit franchement c'est une bonne idée. Bon maintenant faut qu'on le dise à Rudy. Et si on perd Rudy, qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça? C'est une bonne question. Mais moi, je crois pas. Perdre Rudy, il est quand même à Minnesota depuis un petit moment. Il est quand même installé. Avec lui, ils ont fait 2 finales de conférence d'affilée. Il fait un magnifique premier tour face à Jokic. Il est bon sur le début de la série. Là, quelque part, le match-up, la stratégie. Au bout d'un moment, si chaque fois, tu peux plus faire de stratégie, tu peux plus essayer de coacher vraiment parce que tu as peur de perdre les mecs, c'est de la discussion, quelque part. Non, c'est du management. Oui, c'est du management. C'est une réalité, là. Enfin, c'est pour ça.
Mais non, mais je veux dire, c'est une réalité. Si Non, tu mais peux- moi, ce truc de là, tu tu perds le mec pour les playoffs et pour les prochaines. En fait, je pense que vous êtes vous rêvez un petit non, je peu. pense que c'est toi qui te rends pas compte des D'accord. mecs. Non, mais le mec, c'est un gars Donc en de base. fait, tu continues à te faire démonter la gueule C'est parce ce qu'on que on appelle c'est ça le aller cas. au bout de ses idées. C'est ce que Allez, je on va pense. voir les codes du match 6. On va voir les codes du match 6, justement, pour voir si les Spurs sont toujours les favoris. Bon. Et ils sont favoris. On a tous vu la même chose, hein, les jambes lourdes des Timberwolves. Même à domicile, Minnesota n'est plus favori dans cette série, les amis. Il y a une vraie différence. Hein. Ouais. 1,50 de 55, 92% des gens qui parient vont sur les Spurs. Disons-le, moi je vois les Spurs gagner quand même. Hein. Ah, moi, je vois Minnesota le prendre chez eux. Ouais. Je suis très partagé. Ah, moi, je vois Minnesota. Je suis Pas large, mais. Non, une victoire de Minnesota d'un point. Ouais, exactement. Après 3 prolongations. Je suis très partagé parce que Minnesota, depuis le début du playoff, a montré tellement de résilience, tellement d'âme, tellement 3 ans, hein. d'aller chercher des trucs où ils nous surprennent. Et en même temps, sur le dernier match, je les ai tellement sentis à... C'est trop pour nous. C'est les blessures, revenir, être mené, revenir, gagner, là. Je trouve ça trop dur. Parce qu'il va dans le sens des Spurs, disons-le honnêtement. 2 blow-outs dans la série en faveur des Spurs. 2 victoires de Minnesota quand Victor est soit absent, soit expulsé. Non, ouais, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est ça, je suis pas fou. Une équipe qui semble avoir une meilleure profondeur, plus d'énergie. Une équipe qui est capable d'aller gagner à l'extérieur, les Spurs. Tu vois, c'est pas comme Cleveland hier où, oui, on pouvait dire qu'ils n'allaient pas le faire. Ils ont réussi à le faire. Franchement, tout va dans leur sens. Et en plus, une sensation que même quand il n'y a pas Victor, ils sont meilleurs. C'est la sensation qu'on a eu dans le match 4. C'est sur le match Ils auraient 4. pu gagner. C'est sur le match 4 où ils perdent, mais quelque part, oui, ils sont à 2 doigts de le prendre, quoi. Bah ouais, donc écoute, moi je pense que les Spurs ont gagné. Je pense que c'est une meilleure équipe. Donc tu vois, si je dois mettre de l'argent, je vais parier sur la meilleure équipe. Parce que c'est vrai que le match 4, ils gagnent Minnesota, mais la sensation qu'on a, c'est de se dire qu'il n'y a pas victoire, mais ils sont à 2 doigts de le prendre. Et heureusement que Edwards met 36, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu... En fait, ce match 4, j'en sors presque des conclusions, alors que San Antonio perd, de me dire, ben, ça y est, ils ont pris le dessus. C'est très bizarre. Hein. Bon, ce qui est sûr, c'est que match 7, s'il y a 2 matchs 7, c'est 2 fois dimanche soir. Les 2 matchs là, 6 sont vendredi soir. Mais c'est pas 2 matchs c'est un 7, Other pardon. C'est en prime time pour la France? Non, ça sera Bon, tard. j'imagine, non. Bah, il y aura toujours un match à 21h30 ou à 23h. 2 matchs 7, ce serait quand même régalade. Hein. Vous le savez, Winamax est notre partenaire et si vous voulez jouer avec nous, ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket, sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Allez, on rappelle, le match 6, ça sera dans la nuit de vendredi à samedi. Ici, à match 7, ça sera donc dimanche et ça sera à San Antonio puisque les Spurs ont l'avantage du terrain. D'autres qui attendent sagement qui ils vont affronter en finale de conf, ce sont le Thunder d'OKC. On va faire une palette sur Chet Holmgren avec Toto. On a beaucoup parlé du Thunder sur ce début de playoff. 8 victoires en 8 matchs, il n'y a pas vraiment photo. On a beaucoup parlé d'AJ Mitchell, qui est magnifique en lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander, mais je trouve que on parle pas assez presque de Chet Holmgren, ou en tout cas on lui rend pas assez hommage, et on a eu envie de faire une palette cette semaine, Thomas. Ouais, absolument, et puis ça nous permettra aussi de nous projeter peut-être un petit peu sur une éventuelle finale de conf face aux Spurs ou face aux Wolves. Ce sera intéressant de voir son rôle. Allez, on y va tout de suite avec des petites actions autour de Chet, bien sûr, ultra dominant dans cette série, dans tous les compartiments du jeu. Une première action en 1 contre 1, voire même 1 contre 2 dans ce match. C'est le match 3, celui-ci, entre les Lakers et le Thunder. Bah, justement, AJ Mitchell, il a la balle en main, regardez, et il va aller retrouver ce bon vieux Chet, le némésis de Victor Wembanyama. Oh, le rêve de ce duel en finale de conf. Un petit 1 contre 1 avec un semblant d'ISO. Enfin, ISO, pour l'instant, j'ai l'impression qu'Hartenstein, il voulait plutôt jouer l'avantage de taille. Il se retrouve dans cette petite position, plutôt bien pris par les Lakers, non? Une prise à 2. LeBron est là, elle est difficile à faire à Caruso, il y en a peut-être une à faire à Hartenstein. À l'opposé, ils sont complètement pris, mais les bons joueurs s'en sortent toujours. Regardez, la patience, le footwork aussi pour le grand Chet, et puis surtout cette défense minable des Lakers de Austin Reeves. Voilà, une première action pour montrer l'impact post-bas, surtout peut-être de Chet Holmgren, cher Arthur. Oui, et surtout la physicalité qu'il a en se retournant pour aller chercher le panier, c'est quelque chose qu'on lui reprochait ou sur lequel on avait des doutes. Il montre qu'il a progressé, donc bravo à lui.
Ouais, mais je trouve qu'il a progressé offensivement. Il fait beaucoup de bien à cette équipe-là par le tir extérieur, mais il met beaucoup de paniers aussi près du cercle. Ouais. Et ça donne beaucoup de spacing à cette équipe-là qu'on a déjà. Ouais. Donc, non, mais Chet Holmgren, je trouve qu'il arrive à être beaucoup plus juste. Alors, il ne monte pas très très haut, mais tout ce qu'il fait, c'est exactement ce dont le Thunder a besoin. Il est très régulier, c'est ça que je voulais dire. Autre action, on y retourne tout de suite avec ce bon vieux Chet. Regardons ça ensemble. Alors là, on est... sur le match 2, celui-ci entre les deux équipes. Et on parle d'impact évidemment en attaque, mais Chet est un des meilleurs défenseurs de la NBA. Tous ces mecs-là, quand même, ils vont peut-être souffrir du fait qu'il y ait Victor, sinon ce sera tous des stars. Allez, on revient sur le début de l'action. Et cette bonne défense, faut le dire, des Lakers. Et cette contre-attaque, cette projection. Regardez, bon, Shea, il est en mode glandouille pour son retour. Donc Austin Reeves se retrouve en 1 contre 1, bien lancé, des trucs d'entraînement, ça carrément, avec un Chet qui est beaucoup plus grand, mais qui tient le duel une première fois. Et ouais, les ailes de l'enfer de Chet Holmgren. Il est plutôt pris. Et quand t'es grand, quand t'as un sens du timing et que tu lâches rien, et ben ça donne des actions d'éclat défensif comme ça, avec cet énorme compte de Chet Holmgren. On parle toujours bien sûr de son attaque, son spacing, mais sa défense est exceptionnelle. C'est lui qui a tout changé de toute façon à son arrivée à OKC pour devenir champion NBA. Évidemment, alors son association avec Hartenstein, elle est magnifique, mais là on voit, bon, c'est du jeu rapide, donc c'est assez basique à analyser, mais on voit l'impact en fait, comment il fait reculer les mecs et comment il refuse cet accès au cercle. On retrouve un petit peu de ce que font les Spurs aussi, où finalement, aller mettre un lay-up face à cette défense d'OKC, ouais. C'est un enfer. Et en fait, dès que tu peux plus mettre de lay-up, en fait, t'es condamné à quoi? À de l'adresse extérieure, à de la création plus, et ça te fait parfois surjouer. Et c'est Chet Holmgren qui a mis ça côté OKC. Et on revient aussi à la comparaison entre Minnesota, entre OKC et entre San Antonio, où tous ont des arrières ultra agressifs, et derrière, ils ont des super contreurs, Rudy, Chet, Hartenstein et Victor Wembanyama. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on retrouve ces équipes très loin dans les playoffs chaque année. On peut pas aller... San Antonio, c'est la première fois, mais ouais, on peut pas trop se projeter, parce qu'on l'a dit juste avant, il y a encore un match ou 2 matchs à jouer entre Minnesota et les Spurs, mais on a hâte de faire cette preview. Si c'est les Spurs, c'est sûr. Ouais, si c'est les Spurs, on a hâte de faire cette preview, parce qu'il y aura 1000 choses à dire, et puis les retrouver entre Chet et Victor, et puis surtout même entre OKC et San Antonio, parce qu'on sait que cette année, il y a eu déjà un petit 5-1, je crois, un petit passif. Voilà, on a fait le tour. Arthur, c'est bon, je sais que ça fait 5 minutes que tu es en train de réviser, on va pouvoir aller au quiz. Il parle pas, t'as vu sa prise de parole, il a fait une phrase courte. Mais le mec, Arthur, le contre de Holmgren Gonzaga. Ok, merci Arthur. Merci. T'as la fac d'Austin Reeves? Oui, il était à Oklahoma. Ok. Il est prêt depuis une demi-heure. Pour ça, il nous laisse nous écharper sur le bac avec Thomas, il en est plus. Il a fait une autre fac. Non, les 5 majeurs de Rudy, en fait, je me rends compte qu'il était déjà plus dans l'émission, ce chien. Allez, tout de suite le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et il est important celui-là. C'est le dernier Quelle Fac de l'année. C'est le dernier Quelle Fac dans le First Day Show. Alors, c'est très très chaud. J'ai une petite réclamation. Dis-moi. Suite à la dernière fois, il y a un Houston sur je sais plus qui. Clyde Drexler. Clyde Drexler, merci. C'est moi qui l'ai eu en fait. Qui a été refusé. Alors tu l'as eu et bravo. Bravo. Tu es de mieux en mieux d'ailleurs sur les Quelle Fac, et je pense que d'ici quelques temps, tu pourras en prendre une manche. Je le laisse. Je l'ai eu en premier et on m'a envoyé une vidéo. Et on a la vidéo ou pas? Au ralenti. Je l'ai sur non, je l'ai sur. Mais pourquoi tu l'as pas envoyé? On y est là. C'est là que je suis pas bon. Bah ouais, faut l'envoyer. Non mais c'est pas en fait. Je veux qu'ici on me croie sur parole. Non. Et donc Arthur gagne d'1 point. Erwan, il y a un doute dans ton histoire là. On manque de moyens techniques en régie, je crois, pour le ralenti. Je tiens à le dire. Sois plus rapide. Ouais, mais sois bon, surtout l'arbitre. Voilà, je tiens. Donc c'est Tutur qui a gagné la dernière fois. C'est important de le rappeler. C'est comme Tony Brothers, s'il a pas sifflé. Erwan, bonjour. Tant que ça. T'es sur une série de 3? Oui, 3 derniers. C'est bien. Énerve un peu Erwan là. T'inquiète. Allez. J'ai 15 noms devant moi. On est parti tout de suite, les amis. Avec un petit Realen. Connecticut. Voilà, c'est comme ça qu'on se lance. 1-0. Ja Morant. Morris State. Égalité. Kyle Cornet. Quoi? Kyle Korver, pardon. Creighton. Ah, c'est terrible ce que tu fais là. Erwan, ton regard, je l'ai vu. Après, c'est qui celui de Cornet? Ce Kyle Cornet. C'est le problème du correcteur, vous le connaissez. Trevor Ariza. UCLA. C'est Arthur. Plus simple pour Arthur. Jamal Murray. Kentucky. Oh, Kentucky, bien sûr. Il n'est pas sorti. 3-1, on souffle un coup. Ron Harper. Rutgers. Non, mais c'est Rutgers, mais c'est le père ou le fils? Là, c'est le normal. Le daron. Rutgers. Là, je suis désolé. Est-ce que j'ai dit Junior? On peut pas jouer. Est-ce que j'ai dit Ron Harper, il y a le daron, il y a le fils. En fait, on peut pas jouer. Je n'ai pas dit Junior. Mais tu prends pas sérieusement des choses. Je n'ai pas dit Junior.
J'ai dit Ron Harper. On annule. Mais j'ai pas mis Junior. À quel moment il y a un doute? Si c'était le fils, j'aurais dit Ron Harper Junior. T'as dit lequel? T'as dit les deux, gros. Non. Si, t'as dit les deux. Non, t'as dit les deux. J'ai pas dit les deux. J'ai pas dit les C'est deux. la fac alors. J'avais Miami. Ok, donc c'est le père. Ouais, c'est le père, donc 0 point. Ok. C'est quand même un truc de fou, Ron Harper. Excusez-moi. Attention. C'est dur de faire le quiz. Allez, on T'as fait repart. bon aussi, frère. Oh. Excuse-moi, j'ai dit Ron Harper. Quel cornet t'as dit? Channing Frye. Florida. Arizona. Arizona. Oh là là. Je suis à la rue, mon pauvre. J'y suis plus. Allez, tu peux te relancer. Doug merci. Christie. Pepperdine. Voilà, on se relance comme ça, 4-2. André Drummond. Attends, j'ai 3 points. Yukon. J'ai 3 points. J'ai plus du ouais, en fait, je me fais baiser. Oh, mais arrête de parler. Attends, c'est quoi le Attends, score là pourquoi 3? Pourquoi 3? deux. En tout cas, t'étais à plus 3, donc là, t'as plus 2 maintenant. Contre Eric Arthur, j'ai égalité. Ah bon? Non, je suis pas sûr. Non, mais t'as non, pris un non, deuxième non. point, c'est Je son prends le deuxième premier. choix. Le premier, c'est moi qui le prends. Réel Le Hanouna. deuxième avec Arthur, on est à égalité, donc ça fait 2 points. Ça fait 3 avec celui-là. C'est quoi le deuxième? Ah oui, il a raison. Erwan a raison. Erwan a raison. Sur Murray State. Murray State, ils sont ensemble. Il est Ouais, dur, je vais t'aider, celui-là. je vais t'aider. Après, Allez. là, j'avoue que là, au bout d'un moment. Donc il y a plus 1 pour Arthur. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a plus 2, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On recommence sinon. Hein. Non, il en reste 5, on y va. Jamal Crawford. Seattle. Michigan. 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 Non, Washington. Washington. Michigan. bravo. Égalité. Luke Walton. UCLA. Non, Arizona. Arizona. C'est son père. C'est son père. T'as bien fait de me regarder. McDaniels. Washington. Washington, tu reviens, égalité. Il en reste que 2. Allez, Thomas. McDaniels, en fait, on dit le nom de famille. Ouais, c'est Grant. Non, par contre, McDaniel, j'en ai beaucoup sur le Xavier McDaniels. Vas-y. Non, mais vas-y, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Gomez. Michel Gomez. Johnson. Pardon, Allez. Erwan. Très bien. Avery Bradley. Texas. Boston College. Texas. Texas, putain. Le dernier, c'est John Stockton. Gonzaga. Égalité du coup. On finit sur une égalité. Alors, je vais évidemment vous en chercher un très rapidement. Qui n'avantagera personne, évidemment. Oh putain. Ah là là. Et je vais vous demander. Oh là, il était chaotique celui-là. Ah Hein. ouais. Vous êtes On peut prêts? faire ce jeu, on vous a dit. Vous arrêtez, êtes en fait. prêts? Le dernier, Jamal Magloire. Kentucky. Kentucky, voilà, bon, Erwan. Oh, celui-là, La je- tête basse, Bravo, comme on bravo, dit. bravo, La Ouais, tête celui-là, je le basse. célèbre même pas. Mais On bon. refera le décompte quand même. J'ai un petit doute, mais je suis pas Tu sûr. peux faire comme Erwan, tu recomptes et tu reviens la prochaine fois. Je prends le premier et Murray State, on le prend tous les deux. Ouais, mais je lui, crois il a un que doute sur même- lui. je crois que même Il y a sur Ray les Allen, trois. Jamorant, Kyle mais Korver, il y a- Trevor Ariza Il y a au il y a un début. doute sur le score d'Arthur, pas celui d'Erwan. Erwan. Peut-être, Ouais. écoute. Je pense qu'Arthur, il a peut-être un plus un, mais bon, c'est pas grave. Et je vous rappelle qu'il y aura un grand Kelfac cet été quand même. Ouais, enfin bon, si c'est la même ambiance, laisse tomber. Ils vont pas se parler C'est pendant un une mois en mauvaise idée, attendant. je parle de top 100 avec Moi, j'ai aucun problème avec Arthur. Mais t'as un problème avec l'arbitre quand même, là. Encore une fois, dans ta carrière. On y va. Dans Le ta carrière. qui suis-je McDaniels. Tony Brothers n'a pas sifflé. Le Ron Harper, il fait mal. Allez, Non, le mieux, c'est McDaniel. Ok, c'est qui j'avoue, j'y suis allé comme ça. Mac, plus loin Daniel. Quel cornet, ça fait quand même beaucoup d'erreurs, gros. Hein. Quel cornet, c'est dur, hein. Quel cornet, putain, mais bon, bref, on en parlera hors émission. On passe au qui suis-je. Regardez Allez, un peu Thomas. les Allez, scores. allez. 4 points d'avance pour Erwan. Tu peux rester sur le podium, c'est important, puisque Thomas Larokis te met un peu la pression. Allez, plus que 57 pour rattraper Thomas. Ah, mais tu fais pas autant d'émissions. On fera un, multiplier, on fera un ouais, ratio, ratio. tu sais, perdre 36 minutes. Allez. Je suis né le 17 janvier 90. Tiens Oh donc. non, si je perds ça, c'est fou. En Californie. J'ai donc 36 ans, il faut remonter à 2020 pour m'apercevoir sur un terrain NBA. Dans ma carrière, j'aurais été champion NCAA. Ok? Mais commençons par le commencement. Je fais 4 saisons à la fac, de 2008 à 2012. Lors de ma saison senior, je tourne à plus de 16 points, 10 rebonds. Ce qui me vaut d'être nommé dans la All-American Second Team. Je me présente à la draft 2012. Et je suis appelé en 17e position par Dallas. Mais échangé le soir même à Cleveland. Thomas Bryant, non. J. Jackson. Dès ma saison rookie, je vais taffer 55 matchs dans le 5, 26 minutes en moyenne sur la saison, 8 points, 6 rebonds, 1 contre, mais collectivement, l'après LeBron et le début de Kyrie n'est pas vraiment fameux. La saison suivante, Tristan Thompson est replacé poste 5. Et moi, je file sur le banc. Je perds plus de 10 minutes de temps de jeu, mais l'équipe gagne 9 matchs de plus. Le 10 juillet 2014, je suis tradé dans une autre franchise à l'Est, à Boston. En recherche de pivot avec seulement Olynyk en viande, les Celtics sont contents de m'avoir et me mettent rapidement dans le 5. Ça, j'ai pas du tout. Je tourne à 10 points de moyenne sur la saison, je resterai à Boston jusqu'en 2018. Quoi? Mais les saisons suivantes, je me fais griller ma place par Solinger
qui va me piquer la place dans le 5. Jared Sullinger, putain. Ah, je l'ai pas du tout. Je suis coupé par les Celtics et je signerai à Brooklyn. 42 matchs là-bas, 33 dans le 5, c'est la dernière fois qu'on me verra vraiment taffer en NBA. Derrière, je jouerai des bribes de matchs à Milwaukee, Atlanta, Memphis et même 2 à San Antonio. Vous avez du mal ? Ma fac, c'est North Carolina. Ensuite, je vais à Cleveland. Boston, avec mon numéro 44 dans le dos, ou 45, ou 40. Zeller, Πολύ nice. Cody Zeller. Presque. Tyler. Tyler Tyler Zeller. Zeller. Bravo. C'était Tyler Zeller, Bravo, j'ai putain, comme frère bravo, Zach. bravo, Je l'avais bravo, Et pas, Cody. bravo, bravo, vous Cody avez Zeller. pas- Tyler Zeller. Oh là Donc là. Tyler Zeller. Ah, moi, putain, Glenn, Glenn, putain. Pas simple. Deux victoires vilaines. Ouais, ouais, Pas le prénom, pas le truc. Un comptage chelou. Écoute, bon. Écoute, on est en faut fin de savoir. route, hein. Faut On savoir va le reprendre, faire. Bon, merci en tout cas, Tom. Merci Thomas, merci Arthur, merci à tout le monde derrière les caméras, à mon Chris, à Jérémy, à Aymen, à Léo et à Yanis. Et Emma, tu veux venir faire un coucou? Allez, Non, viens, viens, Voilà. Voilà, Ça, c'est les fans, nos fans numéro 1, le ça. futur, la WNBA a commencé. Et nous, on est en avance. On vous présente les futurs de la WNBA. Emma C'est la Sen, fille quand de même. Tutur. Ah ouais. Regardez, Emma Emma, Sen. grande basketteuse, Emma Sen. Bravo. Jouera pour la France ou le Sénégal? La double nationalité, t'en penses quoi ? Allez, on se retrouve lundi pour le Big Monday. Il y en aura encore beaucoup de choses à dire. Ciao, ciao l'équipe.